Bonsoir et bienvenue pour cette rencontre avec Marie Desplechin. Bonsoir Marie. Bonsoir Michel. Alors vous savez que nous sommes écoutés par 300 personnes, 300 inscrits qui viennent de 48 pays différents. Je vous rappelle que c'est une soirée organisée par l'Alliance française de Paris, par le comité d'entreprise de la RATP, l'Institut français, en partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse et avec le soutien de la Fondation des Alliances françaises. Alors un petit truc technique sur le Livestorm. D'abord, vous remarquerez que vous disposez d'un onglet chat à la droite de votre écran qui vous permet de réagir et qui peut être utilisé si vous rencontrez des problèmes techniques. Alors l'équipe fera le maximum pour y répondre au mieux. Deuxièmement, si vous voulez poser des questions à Marie Desplechin, parce que bien sûr je vais en proposer un certain nombre, mais il en restera plein, vous disposez d'un onglet questions à droite du chat. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent et que vous souhaiteriez voir posées à notre invité à la fin de la rencontre, alors n'hésitez pas. Et puis pour plus de confort d'écoute, vous pouvez désactiver les notifications du chat en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite de l'image. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors Marie, vous avez toute l'année 2021, vous êtes la Grande Ourse, c'est-à-dire c'est un prix qui est proposé par le Salon du livre et de la presse jeunesse. Ce prix vous a été remis en 2020 et vous êtes à l'honneur tout au long de cette année 2021. Alors, La Grande Ourse, je trouve ça très, très joli. Et ça m'a fait penser à un de vos livres que j'avais beaucoup aimé, un livre pour la jeunesse qui s'appelle Les Yeux d'or, et où c'était l'histoire d'un petit garçon, au départ, à l'Observatoire de Paris, et où il y avait un personnage, Edmé, une femme un peu mystérieuse. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre, mais voilà. Et je me suis dit que moi, j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Bon, le surnaturel, ou en tous les cas le fantastique et tout, c'est un petit peu aussi dans Verte et qu'on sort les sorcières, quoi, que ça soit vraiment comme ça, très très en filigrane, quoi. Et puis il y avait votre roman pour adultes, Dragon. Donc juste comme ça, entre parenthèses, pour commencer, est-ce que ce genre où vous êtes un tout petit peu aventuré, le fantastique, le surnaturel, les frontières entre le réel et le surnaturel, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, ça m'intéresse, j'allais dire un peu comme tous les genres, c'est-à-dire que la vie matérielle, elle va avec la vie immatérielle. J'ai l'impression que dans mon existence, tous les jours, les deux choses se côtoient. Et je ne suis pas la seule. Donc d'abord, c'est une question d'expérience, où on est tout le temps stupéfait par des choses qu'on ne comprend pas, qui nous étonnent et qui nous enchantent, ou alors qui nous font peur. Et d'autre part, le fantastique, c'est un très très bon moyen de parler, alors là, de choses très matérielles. C'est-à-dire, c'est des images qui sont extraordinairement appropriées, qui sont bien plus parlantes que le réalisme. Par exemple, dans Verte, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit. C'est une histoire incroyablement triviale. En fait, quand vous mettez sorcière sur féminité, ça prend... C'est la même chose en mieux, c'est la même chose en plus grand, c'est la même chose en plus complet. Donc, en fait, oui, j'aime bien le fantastique parce qu'il fait partie de mon existence comme de celle d'un tas de gens. Ouais. Les Yeux d'or, c'est un livre que vous aimez bien parmi les vôtres, oui, je l'aime bien. En même temps, quand j'y repense, je me dis, ma pauvre, t'étais complètement cinglée. Et là, c'est très joli parce qu'il y a une Pourquoi cinglée? Parce qu'il est bizarre, ce livre, non? Oui. Il est vraiment très étrange. Oui, mais c'est ce qui fait son charme. Oui, mais moi, j'ai souvent l'impression de ne pas maîtriser ce que j'écris. Et souvent, je me dis, oh, ce serait bien si j'étais un petit peu plus technique, quoi, si j'arrivais à faire des plans ou à savoir ce que je fais. Mais souvent, quand je m'embarque, je n'ai pas de plan, j'ai des images ou des désirs. Et après, ma foi, à la fin, j'ai juste ce que j'ai fait, quoi. Et les Yeux d'or, c'est vraiment l'exemple de ça. Et là, c'est très joli. Alors, je n'ai pas encore parlé, mais il y a une jeune fille qui est une autrice de bande dessinée et qui voudrait adapter à sa manière ce livre. Et elle m'a écrit une lettre tellement jolie en me disant qu'elle l'avait lu à 10 ans. Et que, alors je ne vais pas dire tout ce qu'il y avait dans cette lettre qui m'a énormément touchée. Elle racontait comment ce livre l'avait accompagnée et que, voilà, maintenant, elle voulait... elle le dirait mieux que moi, donc je vais arrêter de me vanter. C'est très intéressant. Oui, parce que ce personnage d'Edmé, on ne savait pas bien si elle était vivante ou pas, si elle était d'ici ou d'ailleurs, etc. Tout ça a été laissé dans le flou et c'était extrêmement intéressant. Et c'était une belle réflexion quand même sur, finalement, qu'est-ce qu'on fait ici, d'où on vient, quels peuvent être nos liens avec
peut-être d'autres univers, etc. Ça allait très très loin dans la réflexion existentielle et quasi métaphysique, en fait, ce livre. Ah ben ça, c'est sûr, oui. Ouais. À partir du moment où vous parlez aux animaux et vous allez chercher de l'or dans les étoiles, voilà. C'est sûr que ça, on sort un petit peu du cadre de la physique newtonienne. Voilà, mais moi c'est un genre que j'aime beaucoup et j'aime bien ces livres. Alors, on va essayer pas de faire le tour parce qu'on n'aurait pas le temps, mais comme ça de prendre un certain nombre de thématiques en balayant en fait comme ça toute votre œuvre. Et je me disais que ça serait pas mal de commencer par le dernier livre, La Capucine. Ça peut être le point de départ à partir duquel on va tirer le fil, d'autant plus que La Capucine fait partie des sélections des pépites internationales de l'Institut français. Et donc, comment ? Je dis chic. Chic. Alors cela dit, c'est pas encore gagné parce qu'il y a beaucoup. Non, mais déjà faire partie d'une sélection, c'est vachement bien. Oui, c'est ça. Vous avez déjà gagné de faire partie de la sélection. Voilà, surtout que c'est une sélection de 6, donc c'est pas. Ah bah c'est double chic. C'est énorme. Ouais. Alors, La Capucine s'est paru à l'École des loisirs, comme beaucoup de vos livres. Vous êtes fidèle à cet éditeur. Vous avez commencé avec Geneviève Brisac à l'École des loisirs. C'est paru en 2020 et c'est le 3e volume d'une série qui s'appelle Les filles du siècle et qui se passe à la fin du 19e. Donc, il y avait eu Satin Grenadine en 2004, Séraphine en 2005 et puis 15 ans plus tard, La Capucine en 2020. Alors, à partir de là, je tire le fil. 19e siècle déjà, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir, ce siècle vous intéresse. Alors j'aimerais d'abord savoir s'il y a quelque chose de personnel ou qui pourrait renvoyer à quelque chose, parce que je sais que vous insistez beaucoup quand vous racontez votre enfance sur l'importance de vos grands-mères, le lien. Alors elles étaient assez jeunes, elles avaient une 50aine d'années quand vous étiez petite fille, donc elles ne sont pas nées au 19e siècle, j'imagine, mais c'est vrai que les personnes qui sont nées au début du 20e siècle étaient encore très proches finalement de l'esprit du 19e, donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, de lien avec le 19e siècle. C'est un lien qui est très physique, parce que... Alors, par ma famille, oui, puisque j'aimais beaucoup mes grands-mères. Donc, elle avait 50-60, puisque moi, je suis née dans les années 60, elle avait une petite soixantaine. Et donc, elle racontait des souvenirs de leurs parents. Et par exemple, peu importe la branche qu'on prend, mais j'ai une arrière-grand-mère qui est née en 1870 à Paris, pendant le siège. Et on disait que bébé, pour se nourrir, on lui donnait des ficelles trempées dans la graisse. Puisqu'il y avait le siège et puis la commune. Et j'ai des photos de son père qui était dans la garde nationale, donc qui a fraternisé avec les communards. Donc ça crée des liens très puissants. C'est des légendes familiales. Et moi, j'ai la grande chance de faire partie d'une famille qui n'a pas bougé, ou très peu bougé. Il y a une partie de la famille, mais en fait... Et donc les choses, elles ont été conservées. Elles ont été conservées dans le Nord, dans des greniers. Et donc, on avait accès, on avait accès au petit journal, à l'illustration, à des trucs du 19e siècle. Donc, il y a la mémoire familiale, il y a les objets, et puis la maison dans laquelle j'ai grandi. Et d'ailleurs, j'habite à Paris maintenant. C'est des maisons qui ont été construites à cette époque-là. Donc, les espaces sont des espaces 19e. Sur les brocantes aujourd'hui, vous pouvez toujours acheter. Il y en avait dans les armoires de mes grand-mères, des chemises de nuit qui ont été brodées pour les trousseaux des jeunes filles. Donc, vous êtes dans du linge, vous pouvez manger dans de la vaisselle du 19e siècle. Donc, je pense que ça change pour la génération suivante. Mais moi, je suis née au 19e siècle. Il n'y avait pas la télé, il y avait à peine un téléphone. Et donc, non seulement tout ce qu'il y avait de plus pratique, de plus matériel, c'était ça, mais aussi dans l'esprit. On était beaucoup dans les livres. Je lisais, je sais pas, moi, petite, je lisais Anatole France. Personne ne lira Anatole France. Edmond About, les gens... On n'est pas très nombreux à avoir cette mémoire-là, que je piquais dans les bibliothèques, qui elles-mêmes avaient été... venaient d'avant. Donc, j'ai à la fois une proximité, une fascination, parce qu'évidemment, c'est loin. Oui. Mais j'ai des photos, par exemple. Voilà. Ah oui. J'ai des photos de gens de ma famille que je n'ai jamais connus, mais dans ces robes-là, avec ces chapeaux-là, avec... voilà, non, c'est... Oui, donc c'est pas par hasard que vous avez fait une série sur le... Non, c'est pas par hasard. Et après, intellectuellement, j'ai travaillé sur le 19e siècle au cours de mon travail, disons un peu autour d'une trentaine d'années. Et j'ai appris énormément de choses sur cette époque-là. J'ai travaillé sur Paris, sur les peintres impressionnistes, donc je sais un tas de trucs. Et c'est une époque qui ressemble énormément à la nôtre, parce que c'est une espèce d'énorme basculement dans tout. Dans l'art, dans la philosophie, dans la physique,
évidemment, les modes de production, dans la politique, toutes les idéologies qui vont faire le 20e, elles se font là, hein, elles se font entre 70 et... L'anarchisme, le socialisme... Voilà, c'est ça. Et puis en même temps, l'impressionnisme, vous allez vers l'art abstrait, et puis en même temps, c'est la physique quantique qui arrive, et en même temps, il y a Freud qui commence, il y a Charcot, enfin, c'est absolument fascinant. Il y a 20 ans qui sont... et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à juste ce qui se passe là. Oui. Et vous aimez la littérature du 19e siècle? Elle vous inspire des gens comme... Alors le naturalisme notamment, hein, Zola ou d'autres Bah oui, puis on les aura lus toute notre vie et on y revient. Alors pour ces livres-là, Zola, c'est très bien parce que c'est très documentaire. Après, on a plus ou moins de sympathie pour les auteurs. Zola étant pas quelqu'un d'extrêmement sympathique pour moi. Non, je pensais à un bouquin, d'ailleurs je peux vous le recommander. Je pensais à Marie-Claire de Marguerite Audoux, pour lequel j'aurais fait de la publicité toute ma vie, je crois. Qui est écrit non seulement par une femme, mais par une femme pauvre, ce qui est assez rare à ce moment-là, et qui est aussi, enfin, c'est un excellent bouquin. Enfin, oui, non seulement je l'aime beaucoup, mais je pense que la connaître bien. Ouais. Enfin, la littérature française, au moins. Cette littérature-là de cette époque. Alors, dans les trois romans, vous mettez en scène des adolescentes, en fait, plutôt du côté des classes populaires, et qui vont essayer de gagner leur autonomie, qui vont se battre, c'est des battantes, qui vont essayer de gagner leur liberté. Alors par exemple, pour prendre que la Capucine, le personnage s'appelle Louise. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'il y a un lien avec Louise Michel, évidemment la grande figure Non, c'est par hasard. J'ai cherché, oui, puis après est arrivée Louise. Non, c'est par hasard. Après, c'est mignon parce que Louise, c'est un prénom, beaucoup de prénoms de cette époque sont donnés en ce moment. Donc il y a des tas de Louise à qui ce livre peut parler directement, j'imagine. Oui. Alors, ces personnages féminins, comment dire, il y a un écho vraiment entre les trois. C'est le même? Non, je ne crois pas quand même, tout à fait, mais il y a des échos très forts. Et puis, ça renvoie aussi à beaucoup de vos personnages féminins. Il y a des traits de caractère comme, par exemple, l'entêtement. Elle le dit, Louise, qu'elle est plutôt du côté de portée à l'entêtement, elle dit. Et puis, elle dit, ce n'est pas moi qu'on attacherait comme une chèvre à son piquet. Donc ça, c'est quand même, c'est très représentatif de vos personnages féminins. Je pense que c'est représentatif des héros adolescents aussi. Ouais. Parce qu'ils sont toujours dans des situations contrariées, même un petit peu contrariées, puisque l'idée du périple qu'on fait dans l'enfance et l'adolescence, c'est que on va avancer vers la personne qu'on va devenir. Et pour ça, qui qu'on soit, il faut de l'entêtement. Parce que le monde vous résiste, tout est contre vous, en fait. Et c'est souvent le sentiment qu'on en a. Et c'est une force de vitalité. Si on leur mettait des turbines aux adolescents, on aurait de quoi illuminer tout le pays. C'est ce qui dépense comme capacité même à résister. Et pour avancer aussi. Donc c'est comme si c'était intrinsèque aux héros. Je ne sais pas, j'ai en tête Tom Sawyer, par exemple, ou alors Joe dans Les 4 filles du Dr Mark. C'est des personnages qui sont des personnages entêtés. Des personnages qui font des parcours voilà, pour y arriver. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'un peu féministe dans tous ces personnages. Alors, au XIXe siècle, d'ailleurs, si on regarde la Commune, le programme de la Commune, ils avaient un peu oublié la question des femmes et la liberté des femmes, mais c'est quand même un moment où le féminisme... C'est-à-dire c'est les femmes qui font toutes les lois sociales. C'est le groupe que constituent les femmes pendant la Commune qui les fabrique et qui les vote. C'est marrant, hein. Et elles ne donnent aucun droit parce que les directeurs, c'est des hommes. Enfin bon, ça ressemble à c'est reconnu, quoi. Ouais. Voilà, enfin bon, on ne va pas refaire... Non. On ne va pas refaire l'histoire. Hein. Enfin, en tout cas, le 19e est peuplé de femmes qui sont des très bons... Enfin bon, qui sont très sympathiques et auxquelles c'est très agréable de penser. Et là, je relisais il n'y a pas longtemps la correspondance de Flaubert et George Sand. Alors, si je peux vous donner un conseil, je vais vous donner plein de conseils. Mais quel délice! Alors, elle je ne pense pas qu'elle se dirait féministe, hein. Comme d'autres d'ailleurs, hein, mais elle est incroyable. Elle est tellement libre, tellement gentille. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est toujours pour rester sur cette question des personnages, des portraits de filles qui ne se laissent pas faire, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est que vous créez dans vos livres beaucoup d'héroïnes. Vous citiez Tom Sawyer, mais c'est vrai que pendant un long moment, dans la littérature pour enfants ou pour la jeunesse, les héros battants qui s'investissent, tout ça, c'était plutôt des garçons. Les filles, elles étaient plutôt au second plan. Il y a des exceptions. Je sais bien qu'il y a par exemple Claude dans le Club des 5. Oui, mais elle existe à peine, Claude. Mais elle existe à peine. Et c'est vrai, je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble, c'est que
à un moment donné. Alors pour notre génération, les filles qui lisaient de la littérature jeunesse, elles n'arrivaient pas à trouver des héroïnes. Elles étaient obligées de s'identifier à des garçons parce que les personnages des filles, ils étaient pas, ils étaient plutôt, c'était un peu des potiches, quoi. Ouais, il y a plusieurs choses en fait. D'abord, c'est les anglo-saxons moins, parce que le nombre de femmes qui vous diront à quel point c'était important les 4 filles du Dr March pour elles. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu avec retard, parce qu'il y a des éditeurs, c'est Monsieur Toussaint Louverture qui republie des classiques de la littérature anglo-saxonne des années 50-60 qui sont vraiment géniaux, et dedans, il y a Anne de Green Gables. Voilà, encore une héroïne formidable. Mais curieusement, on a peu d'équivalents en France. Peut-être la Maison des Petits Bonheurs de Colette Vivier, je ne me souviens pas, mais il doit avoir. Mais c'est sûr qu'il y en a peu. Après, c'est pas gênant d'être. Enfin, c'est pas gênant. Jusqu'à un certain point, la lecture, ce que je dis souvent aux enfants dans les classes, c'est que c'est fait justement pour échapper à ce que vous êtes, à où vous êtes, à quand vous êtes. C'est-à-dire, voilà, vous lisez le héros, c'est un garçon, vous êtes un garçon. Si c'est un blaireau, vous serez un blaireau. Et si c'est un tabouret, vous serez un tabouret. Et voilà, et ça, c'est une extrême liberté. Après, c'est bien que tout soit proposé pour que vous puissiez vous identifier à tout. C'est-à-dire que c'est bien aussi qu'il y ait des personnages de filles qui soient des beaux personnages emballants auxquels vous ayez envie de vous identifier, que vous soyez garçon ou fille. Après, c'est quelquefois un peu... quand on me dit « Alors, vous écrivez des livres pour les filles, parce que les héroïnes sont des filles, alors... » Voilà, c'est un malentendu, non? Oui. Non, ça, je ne pensais pas à ça, mais je pensais au fait qu'effectivement, vous proposez parce que pour moi, c'est plus facile. Aux ados d'aujourd'hui, ou même aux juniors, aux gamines de 11-12 ans, des beaux personnages de femmes, voilà, battant des regardez, les yeux d'or, c'est un petit garçon. Comment? Il y a quand même des petits garçons. Les yeux d'or, c'est un petit garçon, vrai, en fait. Alors après, il est parrainé par des femmes... mais c'est un petit garçon. Mais sinon, si je fais le portrait de quelqu'un qui a 13 ans, pour moi, c'est très facile de faire une fille. C'est plus simple, c'est peut-être de la paresse. Je ne sais pas. Pourquoi c'est plus facile? Parce que vous puisez Parce que je dis « je », parce que c'est souvent à la première personne. Et donc, quand vous écrivez, vous laissez emballer, en fait, d'une manière un petit peu bête. Alors, vous y allez, alors on dit « je ». Alors moi, c'est très facile, je dis « je », c'est une partie de moi qui est activée et qui le fait avec beaucoup d'amusement, de plaisir. Si je devais m'appeler Henri, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. Henri, 13 ans, plus à chercher, quoi, plus loin. Oui, alors ça m'intéresse beaucoup parce que justement, c'est la question de la langue, en fait, puisque effectivement, vous écrivez souvent vos romans à la première personne du singulier. Alors, commençons par le 19e, puis après on parlera du Journal d'Aurore, parce que là aussi, vous avez créé une voix extraordinaire dont tout le monde se souvient. Mais pour cette série du 19e siècle, comment vous faites pour faire parler des filles des classes populaires du 19e siècle, et en disant « je ». C'est comme une espèce de musique, en fait, dont vous vous dites que ça pourrait être cette musique-là. Parce qu'évidemment, j'ai jamais entendu quelqu'un de 13 ans au 19e siècle, et il y a peu de chances que la manière dont parle Louise dans le livre ressemble peu ou prou à ça. On fait des espèces de... C'est même pas des imitations, c'est des spéculations d'imitations. Donc il y a ça. Et après, dans ce qu'on appelle... Ça, c'est pareil pour la jeunesse ou la classe populaire, c'est une plus grande liberté avec la langue. C'est-à-dire que vous pouvez faire des blagues avec la syntaxe, par exemple. Vous pouvez utiliser la ponctuation, les virgules, ou d'une manière... C'est super ludique. Parce que c'est ce petit décalage par rapport à un truc bien carré, bien propre. Ce petit décalage va faire soit enfantin, soit populaire. Parce que c'est la liberté. Oui. Je crois que c'est ça que... Sinon, c'est assez soutenu. Après, quand je le relis, je me dis que c'est pas forcément un livre très, très facile. Oui, c'est vrai que c'est une langue assez soutenue, mais extrêmement, comme toujours, d'ailleurs, vous avez une écriture extrêmement... d'une très grande lisibilité. Je ne sais pas si vous travaillez ça. C'est vrai que là, la langue est assez soutenue. Elle est la plupart du temps, d'ailleurs, soutenue dans vos livres. Mais il y a un travail sur la fluidité, sur la lisibilité. Et moi, quand je me relis, mais c'est pareil pour les adultes, ou c'est pareil si j'écris des articles, moi, je veux qu'on me comprenne. Je ne veux pas faire des obstacles. Alors, quelquefois, il y a un petit obstacle, parce que le vocabulaire va être très précis, ou l'idée un petit peu complexe. Mais s'il y a un travail, c'est pour le ramener à la chose la plus fluide possible, en fait. Que ne soit pas obligé de relire la phrase, voilà, qu'on puisse avancer et que ce soit juste agréable. Alors, sur la langue aussi, il y a ce personnage formidable d'Aurore. Donc, vous avez écrit son journal en trois volumes, donc c'est sur 3 ans, et Jamais contente.
Déjà, c'est tout un programme, les titres. Jamais contente en 2006, toujours fâchée en 2007 et rien ne va plus en 2009. Aurore, c'est une fille banale, en fait, de la classe moyenne. Elle est flemmarde, elle est râleuse, elle s'indigne pour tout et surtout, elle est d'une formidable, moi je trouve, mauvaise foi. Et donc, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration de cette voix? Là, il y a quelque chose de peut-être plus proche de l'oralité. Oui, en même temps, c'est écrit. Hein. Oui, il y a quelque chose de plus proche de l'oralité parce qu'elle fait son journal. Donc là aussi, c'est de la spéculation, de l'imitation. Donc elle est censée écrire elle-même. Donc elle ne va pas faire des très longues phrases avec des périodes. Et ça va être bref, ça va être tout le temps au fait. Et après, c'est un livre que je voulais drôle. Je voulais qu'il soit rapide, je voulais qu'il soit drôle. Au départ, il paraissait dans un journal, donc c'était ramassé. Et pour ça, on est obligé de faire court. Vous ne pouvez pas commencer à vous lancer dans des descriptions. Et encore, il y en a quelques-unes. Mais vous avez intérêt à être sévère avec vous-même. Donc voilà. Et là, alors, vous puisez où? L'adolescente qui est encore en vous, le regard sur vos enfants et leurs potes, j'en sais rien. D'abord, je pense que ce qu'on trouve en soi, c'est quelque chose qui se reflète, en fait, qui est réactivé par les mômes qu'on a autour de soi. Et moi, l'adolescence, c'était horrible parce que je peux pas attraper, je peux pas dire engueuler, je peux dire engueuler. Je peux pas engueuler un adolescent. Enfin, si je peux, parce que je suis obligée. Il y a un tas de moments où il faut les recadrer parce que ça ne va plus. Mais en même temps, c'est trop drôle. Ils sont trop drôles. Et je pense que ça me rappelle des trucs à moi. Et c'est vrai qu'ils ont tous les défauts du monde. C'est vrai qu'ils sont fainéants comme des loutres. C'est vrai qu'ils mentent. C'est vrai qu'ils vous arnaquent. C'est vrai qu'ils se plaignent. Mais c'est tellement drôle. Hein. C'est tellement drôle. Et donc, voilà. Et oui, il y avait de moi, mais il y avait de moi. Et j'avais des gamines de cet âge-là autour de moi et qui étaient excessivement drôles. Donc, j'avais qu'à me servir, en fait. Puis, il y avait ma fille. Et puis, tout était à portée de main. Ouais. Mais vous avez fait attention quand même. D'ailleurs, maintenant, le journal d'Aurore, il est lu par 2 générations déjà. Et donc, vous avez fait très attention, ça m'intéresse beaucoup, à ne pas singer non plus des tics de langage, des modes de mots, comme on le voit malheureusement des fois plus ou moins bien maîtrisés en littérature jeunesse, où on va abuser de c'est trop cool, ouais, grave bien, etc. Et puis dans 10 ans, ça sera totalement... Dans 10 ans, vous rigolez, dans 6 mois. Non, il y a une bonne... Mais 6 mois... Mais de toute façon, moi, je sais bien qui je suis. Je sais où je suis. Et moi, mes gosses, ils m'ont dit un jour, c'est une leçon que je te dise, de toute façon, toi, quand tu dis un mot, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire qu'un mot de leur lexique qui arrive dans mon vocabulaire, il est complètement démodé, il est mort. Parce que de toute façon, c'est un peu des argots, c'est pour eux. Donc on arrive, on est juste ridicule. Et quelquefois, je vois bien quand j'utilise un mot parce que j'ai toujours des adolescents dans mon entourage, qu'eux utilisent, ils me regardent d'un air, c'est de la moquerie. Et donc, je ne vais pas m'en servir. Mais de toute façon, j'en ai pas besoin. Puisque c'est pas un langage qui est destiné à se retrouver dans les livres, c'est un langage qui est destiné à échanger. Ou alors, il faudrait faire des petits lexiques. Ça, c'est bien de faire des lexiques, des dictionnaires, et tout ça, parce qu'il y a des tas d'inventions qui sont super marrantes dans l'usage, qui font de la langue et les détournements. Mais je le fais comme d'une manière assez classique, quoi. Je le mets dans un vocabulaire que tout le monde peut comprendre. Et ce qui est super drôle, c'est qu'après, il y a les mômes qui viennent. Et alors, je sais pas, ils sont 11 ans, 12 ans. Ils disent « Madame, comment vous faites? C'est exactement ma vie. » Pas du tout être sa vie. Ce n'est pas son vocabulaire, ce n'est pas son lexique. C'est ma vie. Mais c'est que ça marche. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est assez miraculeux quand on écrit. C'est ce sur quoi on est compris. Donc, c'est pas du tout payant il ne faut pas récupérer le lexique, ça c'est clair, ni la syntaxe. Alors, ça ne m'étonne pas que les enfants vous renvoient ça en disant c'est tout à fait ma vie, parce que vous travaillez beaucoup. Alors, dans le journal d'Aurore, vous travaillez sur l'intime. Je disais, c'est une fille banale. Oui, il ne se passe rien. Rien de particulier. Ah, mais rien. Mais parce que vous travaillez sur, justement, et c'est ça qui intéresse, parce que sans vous flatter, mais il y a une infinie attention aux détails, vous sentez tellement bien les choses, et vous travaillez sur justement les personnages de tous les jours, et toute cette période tellement compliquée du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, donc la construction de la personnalité, beaucoup les rapports avec les mères en particulier, les questions de transmission aussi, les mères qui essayent de transmettre des choses à leurs filles. Ça, c'est vrai dans le journal d'Aurore, mais
c'est particulièrement c'est un peu votre sujet d'une manière générale, mais c'est dans la série justement des sorcières vertes, qui était parue en 1996 déjà, hein, Pomme en 2007 et Mauve en 2014. Donc là, les romans sont construits sur l'alternance des points de vue. Il y a 3 générations de femmes qui sont des sorcières, alors les femmes associées aux sorcières, etc. Évidemment, c'est intéressant. Il y a Ursule, la mère, il y a Anastabot, la grand-mère. Je ne sais pas où vous avez été trouver ce prénom, je le trouve formidable. Anastabot. Ouais, je ne le trouvais pas en fait et je n'arrivais pas à écrire parce que quand on n'a pas les... C'était un truc que m'avait dit Geneviève Brisac, c'est tellement vrai. Elle m'a dit, mais quand tu n'as pas les bons noms, tu ne sais pas nommer les gens, tu n'as pas l'histoire. C'est vrai. Et moi, j'étais super coincée parce que j'avais la mamie, je n'avais pas de nom. Et ma fille avait une copine qui s'appelait Anastasia et qu'avec ses amis dans le groupe, elle avait surnommé Anastabot. Et donc j'entendais ce nom et j'ai demandé si je pouvais prendre le nom. Et voilà, j'ai eu l'autorisation de prendre Anastabot et ça marche très très bien parce qu'il y a Javotte et Anastasie dedans, il y a les bottes de 7 lieues, enfin le mot évoque tout ce qui est nécessaire pour que ça marche. Oui, c'est ça. Et puis il y a donc Verte qui a 11 ans. Alors Verte, elle est d'une famille de sorcières de mère en fille, mais elle veut arrêter ça, elle ne veut pas devenir sorcière, elle veut mener une vie normale entre guillemets, vivre comme elle entend en fait. Donc on est à nouveau dans ce thème de la conquête de son autonomie, de la construction de soi, de sa liberté, mais peut-être de manière particulièrement douloureuse en fait. Il y a quelque chose de la douleur de grandir en fait dans ce livre. Là, c'est vraiment quitter l'enfance. Là, c'est vraiment quitter l'enfance et alors devenir. Et maintenant, c'est marrant parce que les temps qu'on vit l'éclairent d'une manière particulière. Parce que je l'ai raconté 1000 fois. Je peux le raconter. En fait, quand j'écris cette histoire, ma fille a 10 ans. Une fille qui s'appelle Lucie, elle a 10 ans. Et donc, quand elle était petite, elle m'adorait. C'était dingue, comme les petites filles peuvent adorer leur mère, comme j'ai adoré ma mère, c'est fou. Et d'un seul coup, elle ne peut plus me supporter. Elle me regarde si j'étais un sac poubelle dans un coin de la cuisine. Là, si elle pouvait me bâcher, m'enfermer dans la cuisine, plus rien ne va. Ne te maquille pas, ne chante pas, ne danse pas, ne mets pas de jupe courte, ne dis pas de mots de jeune. Enfin, voilà. Et donc, je pourrais me demander je pourrais me dire, et j'ai vu beaucoup de femmes autour de moi, et avec leur fille, ils disaient, c'est terrible, elle ne m'aime plus. Alors, ça n'a rien à voir avec l'amour, laissons ça tomber, c'est pas ça, c'est elle grandit. Et moi, j'ai éprouvé la même chose avec ma mère, et je me souviens, le moment où elle sort par les yeux, et je pense que ce qu'on pense à ce moment-là, quand on est une fille, c'est, je vais grandir, parce qu'on le sent, ça y est, quoi, c'est 11 ans, vous êtes propulsés. Et je ne sais pas qui je vais devenir, mais un truc qui est sûr, c'est que je ne serai jamais comme ma mère, jamais comme elle. Et en fait, c'est vachement drôle parce qu'en fait, vous finissez comme votre mère, évidemment. Parce que dès lors que vous avez une fille ou un môme dans les pattes, ça y est, c'est cuit, quoi. Vous êtes devenu une fonction, en fait, vous n'êtes pas une personne. Mais quand vous êtes un enfant, vous êtes une personne. Et donc, en fait, je n'ai pas pensé ça en écrivant, mais j'ai écrit ce livre-là parce que j'avais Lucie qui ronchonnait sur moi, qui prenait des excédés dès que j'entrais dans son champ de vision. Et ça, c'est l'histoire de Verte. Et je pense que dans cette idée de « je ne veux pas devenir une femme », alors c'est pour ça que je ne sais pas comment ça se passe pour les garçons, c'est pour ça que c'est plus facile, Verte, pour moi. C'est que je ne veux pas devenir une femme parce que juste, c'est atroce de devenir une femme. C'est quoi si vous avez, alors, tout ce qu'on trouve à vous dire, ma mère me parlant des règles à mots couverts, en me disant « tu vas avoir très mauvais caractère ». Enfin bon, bref, des trucs atroces, c'est tout ce qu'on vous annonce. Et de l'ordre de l'ennui, de la contrainte, qu'il va falloir s'habiller en fille, qu'il va falloir... Voilà. Et pour ça, aujourd'hui, je suis très, très sensible à tous les trucs de non-binaire. Ah oui. Je fais très attention à ne mégenrer personne dans mon entourage. Oui, parce que je trouve ça marrant, justement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui vient de très loin, c'est très profond, cette idée de « laissez-moi vivre encore, quoi, laissez-moi vivre encore libre, sans rentrer dans le jeu. » quoi. Et ça, c'est Verte, et elle ne peut pas y arriver avec sa mère, parce que sa mère est trop proche, donc la tension est trop violente, et par bonheur, elle a une bonne grand-mère, alors ce n'est pas donné à tout le monde, mais moi ça m'a été donné, et c'est donné à Verte, qui va la réconcilier avec l'idée qu'elle peut le faire à sa manière d'être sorcière, ou elle peut le faire à sa manière d'être une femme, ou elle peut le faire à sa manière de... Et ça va aussi avec l'idée de la grand-mère, donc qui est justement, qui a réglé toute cette question du statut, puisque quand on arrive en âge, quand on avance en âge, il y a des choses délicieuses, et justement, enfin, à mon sens délicieuses, qui paraît-il est un deuil pour d'autres, mais qui pour moi est un délice, et de sortir de cette assignation. Oui, parce que vous dites être mère, c'est une fonction. Oui, être parent, c'est une fonction. Ça ne sert à rien de penser que vos enfants vous aiment ou vous aiment pas. Ce n'est même pas une question intéressante. Pourquoi ?
Parce qu'ils vous considèrent, à un moment, ils vont vous aimer beaucoup trop, d'une façon que vous ne méritez pas du tout. Ils vont vous trouver d'une beauté fulgurante, alors que vous êtes juste banal. Puis, à un moment, ils vont vous haïr dans des proportions qui sont démentes, hein, qui n'ont pas lieu d'être. Ou, ils vont vous trouver insupportable, alors que vous êtes juste quelqu'un de bien brave. C'est pas des sentiments comme entre personnes égales. Voilà, c'est de la construction, c'est du bâtiment, quoi. Donc, je me dis, quand on est parent, c'est une chose à la fois impossible et nécessaire à accepter. Alors, à travers tous ces livres, qu'est-ce que vous faites? C'est une forme de comment dire ça? Vous dites à vos jeunes lecteurs, t'inquiète pas, tu es pas seul, tout le monde est comme ça. C'est normal de détester ta mère à un moment et ça t'empêche pas de l'aimer en même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça et puis sois toi-même, prends ta liberté en main. C'est en fait une démarche de réparation, quoi. En fait, ça, je le fais, mais je le fais pas consciemment. Hein. Moi, je me dis, alors, je vais écrire une histoire verte. Alors, j'avais un bébé, en plus, à cette époque-là, j'étais un peu débordée. Et il fallait que j'écrive un bouquin, et je me mets à écrire quand les enfants sont couchés, en fait, à ce moment-là, 10h du soir. Donc, je suis hors de moi, j'ai bossé toute la journée. Faire la bouffe, ranger les trucs, surveiller les devoirs, brosser les dents 14 fois, enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'on mange demain? Tout ça se terminant par qu'est-ce que je fais à manger demain? Tout ça pour en plus se faire regarder comme un sac poubelle, merci. Et en fait, ça, c'est le début de Verte. Mais c'est pas réfléchi, c'est-à-dire, je pense j'en ai marre, pas de salaire, pas de médaille, rien du tout. Et en plus, elle me regarde comme si j'étais... Voilà. Et après, il y a une espèce de petit mécanisme. Mais en fait, c'est pas les autres que je répare, c'est moi. Je me dis, oh, moi, c'est une sorcière. Allez, hop, c'est une sorcière. Et je me dis, et l'autre peste, là, eh ben, ça va lui arriver aussi. Et l'histoire, elle se fait... c'est très égoïste. Enfin, c'est pas égoïste, c'est égocentré. Et à la fin, je me dis, j'ai fait une histoire qui va les rassurer, qui va faire... Mais enfin, je vais pas dire jamais, hein, mais c'est rarement un sentiment qui me traverse quand j'écris. Je suis juste à mon petit bricolage, là, à faire mon petit machin. C'est marrant, hein. Et quelque part, quand j'écris, je vois par quoi je suis traversée, en revanche. Je me dis, non, c'est pas vrai que je suis encore en train d'écrire ça. C'est drôle, hein. Mais voilà. Mais est-ce que vous vous rendez compte que pour beaucoup de gens, pas seulement des femmes d'ailleurs, vos romans, au fur et à mesure, ont marqué les gens? Ils se sont effectivement reconnus, ils ont dit, comme la petite fille dont vous parliez tout à l'heure, c'est complètement ma vie. Et c'est vrai que vos livres, ils ont un côté rassurant. Si c'est le cas, je suis ravie, parce que rassurer est une bonne chose à faire dans la vie. Oui, tant mieux, tant mieux. Mais en fait, je suis dépositaire d'un truc sur lequel j'ai... C'est comme si vous me dites, vous avez un pouvoir. Je dis, ah bon? Mais en fait, je ne le sais pas. C'est le pouvoir de ce qu'est un livre qui fait ça. Parce que ça peut être d'autres livres, il y a un tas de bouquins. Et même lire, c'est de la réparation. C'est lire en soi qui est de la réparation. Alors, il y a quelque chose, on l'a dit, qui joue, c'est l'acuité de votre regard. Mais il y a évidemment l'humour. Ça, c'est très, très important. Tout à l'heure, vous aviez dit, quand j'écris le journal d'Aurore, je veux être drôle. C'est un vrai travail. Alors d'abord, pour vous, déjà, parce que c'est souvent, on entend des témoignages, on dit, avec Marie Desplechin, on rit, elle aime rire. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai qu'on rit? J'aimerais bien, je suis pas si drôle que ça. Quelle est la place du rire, en fait, dans votre vie? Mais moi, vous ne savez pas ce que je suis prête à payer pour rire. Mais personne ne vous fait rire. Les gens sont rarement drôles. Donc, déjà que mes amis soient drôles, c'est énorme. Et après, trouver des livres drôles, c'est super dur. Mais là, j'arrête pas d'en lire pour différentes raisons, des paquets, mais je vous jure, mais c'est dingue, il n'y en a pas. Ou alors, ils ne sont pas drôles. Ou alors, ils essaient d'être drôles, mais ils ne sont pas drôles. Les livres vraiment drôles, c'est rare, hein. Non? Oui. C'est super rare. Mais vous mais moi, j'en ai besoin. Oui, vous en avez besoin. Oui, parce que si vous ne savez pas vous amuser, c'est trop dur. Enfin, moi, je sais pas si je suis pessimiste, mais je trouve que la vie est extrêmement dure. Et mais c'est le don qui nous est fait, c'est comme le don de la fée. Vous savez, c'est la 7e fée là qui arrive. C'est la méchante en général. Voilà, celle qui arrive après la méchante. Elle dit oui, d'accord, ça va être tout pourri. Tu n'imagines même pas ce qui va te tomber dessus. Mais tu vas voir. Même dans ces moments-là, tu vas pouvoir rire. Et voilà. Ça c'est le vrai truc bien, je crois. Plus que la réparation, je sais pas quoi, le fait d'apprendre à rire, c'est vraiment bien. Après, si les mômes arrivent à le faire, c'est tant mieux pour eux. Parce que ça met à distance.
Exactement. Ouais. L'autodérision, l'insolence, toute la gamme. Toute la gamme, c'est ça. Alors comment vous travaillez là-dessus? Parce que c'est très difficile, on le dit souvent que la comédie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Tout à l'heure vous dites dans Journal d'Aurore, je veux être drôle. Alors, comment vous travaillez justement sur l'humour, et puis sur les réparties aussi, parce qu'il y a beaucoup de réparties. Ouais, je vais chercher les parties drôles, je vais chercher ma partie drôle, je vais chercher celle qui sait le faire dans un dîner ou avec les gosses ou qui dit des trucs drôles. Il y a cette personne-là, elle existe, donc j'ai qu'à lui dire, viens ici un peu. Et surtout, je peux pas écrire un truc triste, alors ce qui est peut-être après, ça peut... Non, je sais pas si c'est un défaut, parce que des trucs tristes, il y en a plein. Mais c'est difficile l'esprit de sérieux, par exemple. J'espère que j'arrive à me repérer si j'ai trop l'esprit de sérieux ou alors si j'aime pas la complaisance non plus. Voilà. Et donc c'est plutôt un travail négatif. Il y a une partie de travail positif, mais il y a aussi un travail de pas mettre ça en fait, de volontairement non, on va pas ça non. Vous relisez beaucoup, oui. Bah, c'est-à-dire que pour que ça ait l'air fait à la 6-4-2, il faut pas mal surlire. Il faut en enlever. Au début, je suis quelqu'un de consciencieux. Je suis assez fromageuse, en fait. C'est assez confus. Il y a plein de trucs. Les phrases, elles sont longues et tout. Et il faut balayer, quoi. Oui, donc vous faites un premier... Non, je ne fais pas de premier jet. Et puis après, vous travaillez dessus. Non, chaque fois que je reviens, que je continue, je relis ce que j'ai fait avant et je reprends. Comme ça jusqu'à la fin. Vous n'avancez pas tant que ça vous paraît pas... Non, voilà, c'est ça. J'arrive pas à avancer tant que c'est pas... juste bien comme je pense que ça doit être. Même si c'est pas si bien. En général, c'est très bien. Et puis, il y a des fins heureuses, en général, à vos livres. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la réparation, etc. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous vous adressez à un public jeune? C'est-à-dire que je peux leur mettre le nez dans des choses qui sont difficiles, mais c'est indispensable que ça se finisse bien. On ne peut pas les emmener dans un truc complètement fermé, un tunnel, si on s'adresse à des mômes. Mais j'aborde pas des choses difficiles. En fait, je me souviens pas de choses difficiles. Peut-être quand j'ai fait en non-fiction, par exemple, Sotique, c'était des choses difficiles. Encore que j'ai trouvé la personne avec qui on pouvait aborder la chose d'une manière... Oui, parce que Sotique, ça racontait... c'est Sotique Hawk qui vous a raconté. On vient y revenir d'ailleurs à ces rencontres. Mais lui, il a vécu enfant pendant la période des Khmers rouges au Cambodge, qui était alors Kampuchea démocratique, donc avec tout ce qu'on sait. Oui. Mais sinon, j'aborde pas des sujets... par exemple, j'ai jamais traité le deuil, et des fois je me dis, peut-être... j'ai jamais traité frontalement, peut-être qu'il faudrait... je sais pas s'il faudrait le faire d'ailleurs, peut-être pas du tout. J'ai jamais... De toute façon, j'ai jamais envisagé les histoires en problématique. Ouais. Je ne dis pas, je vais traiter cette problématique. C'est pas ça que j'ai une image en tête avec des gamins et des gamines, et voilà, et c'est ça. Là, par exemple, oui, non, je ne vais pas le dire. Il paraît qu'il ne faut pas dire, parce que sinon on n'écrit pas après. Est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Non, parce que comme je ne suis pas en train d'écrire... non, parce que si je vous le dis, je vais faire autre chose. Non, parce que... d'ailleurs, je pourrais vous le dire et faire autre chose. Parce qu'en fait, quand on cherche un sujet de livre, c'est juste, il faut être... ça peut durer longtemps. Et il faut c'est envahir par des choses, et notamment par des images. On sait envahir par des images qu'on crée soi-même, et puis après des images des autres, en fait, qui vous viennent, et le type de personnage que vous aimez. Et là, le personnage... Non, je ne vais pas vous le dire. Non, c'est trop bien, parce que sinon... On a encore un petit moment, puis peut-être que dans vos questions, vous pouvez reprendre ça pour... Alors, vous mettez de la vodka à la place de la flotte. Sur cette question. Et alors, justement, on a évoqué Sotique. Là, je voulais venir à ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, notamment d'ailleurs des livres pour adultes et des livres jeunesse, qui sont construits autour de rencontres. Alors, on peut citer, bien sûr, il a beaucoup marqué les gens, La vie sauve, avec notre chère Lydie Violet, qui était au Seuil en 2005. Il y a eu Dambé avec Aya Sissoko chez Calman Levy en 2011. Elle était malienne, boxeuse, écrivaine. Mon petit théâtre de Podane avec Jean-Michel Otoniel aux éditions courtes et longues en 2011. Je l'ai apporté parce que j'adore ce livre. Il est magnifique, absolument magnifique. Donc on pourra peut-être en dire un mot. Il y a eu Rue de l'Ours aussi avec Serge Bloch à l'Iconoclaste en 2018, où là, il raconte ses mémoires d'enfance à Colmar. Serge Bloch, donc l'illustrateur bien connu. Et il les dessine.
il les dessine, mais c'est vous qui écrivez. Et puis donc Sotic, dont on a parlé avec Sotic Hawk, ça c'était plutôt jeunesse à l'École des loisirs en 2018. Alors, ça j'aimerais bien qu'on parle des rencontres, parce que je pense que c'est très important. Vous êtes quelqu'un d'assez sociable et tout, et les rencontres, et par rapport à tous ces livres, c'est le fruit de rencontres entre vous et un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que ouais, j'ai écrit des livres et puis j'ai une formation de journaliste. Oui. Et je trouve que c'est un métier merveilleux. Voilà, c'est formidable de pouvoir être à cette place-là et de faire cette activité-là. Et après, je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime bien les gens. J'ai été élevée au milieu de beaucoup de gens. Et tout ça se noue. Et à un moment, je me suis rendu compte, en fait, en tout cas, ce que j'avais plus ou moins appris ou développé comme journaliste, ça ressemblait, enfin, ça se mariait très bien avec le livre. Et surtout, ça se mariait très bien avec la curiosité que j'avais avec les gens. Et les gens, ils ont comme des espèces de fréquences sonores, en fait, et dans leur manière de se comporter, mais dans leur manière de parler. C'est comme un ADN, il n'y a pas deux personnes qui parlent pareil. Et quelquefois, et puis ils sont tous, enfin pas tous d'ailleurs, des gens très ennuyeux, mais il y a une quantité de gens qui sont porteurs d'histoires sciantes, quoi. Et des fois, on se dit, c'est trop bête, on ne va pas laisser cette histoire dormir. Alors que ça prend beaucoup de temps de faire l'histoire de quelqu'un avec cette personne. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait plus. Mais il y a plusieurs personnes dont j'aimerais vraiment raconter l'histoire, mais ça prend beaucoup de temps. Puis après, c'est humainement compliqué. Ça devient une autre aventure, quoi. C'est un livre qui est plus qu'un livre. Mais c'est magnifique d'avoir cet outil de l'écriture et de pouvoir d'abord non seulement partager ce qu'on a entendu de la fréquence de quelqu'un d'autre et de partager son amitié pour cette personne ou sa curiosité. Et puis après, le livre, ça agit sur nous. C'est de voir ce que ça fait aux gens, quoi. C'est un livre qui est plus qu'un livre. Ouais. C'est très bien. Et alors, comment vous c'est pas des livres qui sont véritablement écrits à quatre mains. Ils sont écrits en complicité avec ces personnes qui vous racontent leur histoire. J'imagine que vous les interviewez plusieurs fois, pardon. Et ensuite, c'est vous qui écrivez toute seule et vous écrivez « je ». Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire « je » à la place d'un autre, en fait? On trafique, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est un jeu... C'est encore... Il y a ce lien toujours très ténu entre ce qui serait réel et ce qui serait de la fiction. Et là, le lien, il bascule vraiment vers la fiction. C'est-à-dire que, quelquefois, je me dis l'image que j'ai et qui avait été donnée par une lectrice à son propos. Enfin, bon, bref. C'est comme si je cousais à petits points un costume à quelqu'un qui lui irait très bien. Ouais. Voilà. Et j'essaie de le faire pour que ce soit... Et après, la personne l'endosse et ce costume lui va. Mais c'est pas la personne. Et d'ailleurs, avec Aya Sissoko, qui aurait été furieuse d'entendre dire qu'elle est malienne, car elle est française. Oui, ses parents étaient maliens. Et Aya, on a fait ce dambé où à la fois, je suis persuadée que c'est tout Aya, mais pour le faire, j'ai interviewé 12 personnes autour d'elle. J'ai fait une énorme recherche et j'ai recréé quelque chose dont je pensais que ça pouvait aller à Aya. Mais après, Aya, elle a écrit un autre livre, et je pense qu'elle en avait absolument besoin, qui est très très bien, elle le refait pour elle, pour sa part. Mais c'est une super bonne démarche. Ah oui, c'est une belle aventure. Ouais. Et alors avec Jean-Michel Othoniel, parce que c'est un livre très personnel en fait, parce que là il raconte sa découverte de Pierre Loti, la collection, les petits personnages autour de Podane, puis après l'exposition qu'il va faire. Comment vous avez travaillé avec lui? En plus, il y a énormément d'illustrations. Là, à la fois, vous lui prêtez votre voix, mais vous rentrez complètement dans sa tête, dans sa création artistique, dans sa démarche. Alors là, on l'a vraiment fait à deux. Les images, c'est lui qui est allé les chercher. Alors c'est marrant parce que c'est lui, je me souviens plus pourquoi il voulait faire... Ah bah si, il faisait une grande exposition à Beaubourg, qui sont les expositions qu'ils font pour des artistes. À ce moment-là, il devait avoir une quarantaine d'années, donc à mi-parcours, donc il y avait un étage et tout. Et il y avait une œuvre qui s'adressait plus aux enfants, qui était installée sur la mezzanine à l'entrée pour les enfants. Et cette œuvre, c'est le Petit Théâtre de Podane. C'est une œuvre qu'il a faite, donc il travaille le verre et il a utilisé des petites poupées qui avaient été fabriquées par Pierre Loti quand il était enfant et que lui-même avait retrouvées dans la maison de Pierre Loti. Donc, il me dit, voilà, il faudrait faire un texte pour les enfants, parce que je le connaissais d'avant. Et je dis, oui, super, voilà, très bien. Et là-dessus, on se rend compte pour y travailler. Alors, il me dit, genre, non, mais alors moi, l'enfance, ça ne m'intéresse pas du tout. Les enfants, ça ne m'intéresse pas. Mon enfance non plus. Et donc, on a quand même passé pas mal de temps à parler de l'enfance. Et il y avait plein de choses qui revenaient, bien sûr.
Et il y a l'histoire de Pierre Loti avec sa propre enfance. Et il y a des photos de lui où il a les mains dans la pâte. Là, il les a retrouvées. Il a recherché ces photos à ce moment-là. Voilà. Il a appelé un photographe qui avait fait un reportage sur ses gosses à Saint-Étienne quand il était môme, mais il a retrouvé les planches contact, il a retrouvé les photos. Donc, c'est une très jolie histoire. Et après, on a fait du texte, on a coupé. Il y a toutes les images sur son boulot. Il y a 2 pages. Et il y a une page qui est, à mon avis, la plus jolie page du livre. Et je ne sais pas si c'est ces mots ou les miens. Après, vous ne savez plus. Mais bon, c'est moi qui l'écris, puisqu'en fait, c'est quand même... D'abord, on ne peut pas être à 2 dans un cerveau, c'est impossible. À un moment, c'est une personne qui écrit, qui pense les mots. Après, ça peut être corrigé, enfin, bon, il peut y avoir un tas de trucs, mais à un moment, c'est une personne qui écrit. Oui, c'est une rencontre extraordinaire. Alors là, c'est dans ces livres-là... Oui, j'aime bien ce livre aussi. Ah oui, il est très, très beau. C'est aux éditions Courtes et Longues. Personne ne voulait le publier. Ah bon? Oui, parce qu'on avait fait la maquette avec Jean-Michel, on avait tout bien prévu. Enfin, c'était vraiment... Et non, tout le monde disait « Ah non, ça va pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. » C'est dingue, hein. Ouais. Et c'est Jean Podéros, à Courtes et Longues, qui a dit « Ouais, 6 mois. » Parce que lui, il a travaillé... il a beaucoup travaillé. Il a été, je sais pas si c'était pas rédacteur en chef de Beaux-Arts à un moment. Il a travaillé pour Dada. Enfin, il s'intéresse beaucoup à l'art contemporain. Et donc, il était plus sensible, sans doute, à ce travail. Ouais. Alors, le temps passe et Pardon, c'est parce que je suis bavarde? Non, pas du tout. Il faudra passer la parole à tous ceux qui nous écoutent, qui ont sûrement aussi des questions. Une dernière quand même sur l'engagement, parce que je pense que si on veut comme ça aller jusqu'au bout de ce portrait que j'ai essayé d'esquisser à travers vos œuvres, l'engagement c'est important. Alors là, j'en ai apporté un aussi, qui est paru aussi aux éditions Courtes et Longues, qui s'appelle Taras, qui avait été... publié à l'occasion de l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme au Musée de l'Homme ». C'est un livre qui est malheureusement d'une terrible actualité, parce que malheureusement, il y a une parole raciste qui se libère en ce moment, c'est assez effrayant. Ça, c'est un livre que vous adressez aux enfants et qui est vraiment engagé. De même que vous avez fait un manifeste écologique à l'usage des citoyens en herbe, hein, ne change jamais à l'école des loisirs en 2019. Mais c'est pas si les si engagé que ça. Non, c'est tout scientifique. Il est un peu compliqué pour les enfants. Non, parce que l'autre, il est passionnant. Moi, je l'ai trouvé passionnant. Il est passionnant, mais je pense à certains moments, c'est très, très dur de vulgariser les notions qu'il y a dans ce livre. En fait, quand il m'a proposé ce bouquin, je me suis dit, mais je ne me suis jamais vraiment interrogée à fond sur la race. Et là, c'est l'occasion de travailler avec des gens qui ont tous les documents. Donc, j'ai assimilé une quantité de choses qui sont vraiment complexes et qu'il fallait mettre à la portée des enfants. C'était passionnant. Et après, donc l'éditeur a mis dedans beaucoup d'œuvres d'art contemporain qui résonnent. C'est remarquable, ça, le lien entre l'art contemporain et le propos. Je ne sais pas s'il est si engagé que ça. Personne n'est raciste. Non. C'est votre côté optimiste. Enfin, tout le monde, pour le moment en tout cas, parce que ça change tout le temps. D'ailleurs, tous les trucs sur les sapiens au début du livre, déjà, ça a complètement bougé. Là, ça va si vite. C'est vrai que c'est un ouvrage, et ça montre à quand et dans quelles conditions historiques naît le racisme. C'est extrêmement intéressant de voir la construction du concept de race, puisque la race, elle existe, mais elle existe sociologiquement, elle n'existe pas biologiquement. Voilà. Et en fait, on retrace assez bien comment c'est créé. C'est passionnant. Et de même, alors quand vous avez parlé de l'écologie, ce qui est intéressant, là aussi, c'est quand même, moi j'appelle ça un livre engagé. C'est clairement un livre engagé. C'est un manifeste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous vous appuyez sur les jeunes, parce qu'en fait, l'idée, c'est nous, les adultes, malheureusement, là-dessus, on n'a pas trop à se vanter. C'est difficile vis-à-vis des jeunes, parce que vu l'état de la planète, on ne peut pas trop la ramener. Donc, mais surtout, on va mourir et c'est eux qui vont payer la note. Hein, ça, voilà. Clair. Et donc, comment on s'adresse aux enfants? Et en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous leur avez donné la parole et vous les avez mis en avant d'une certaine manière. Il y a dans ce livre aussi toute la confiance, en fait, que vous faites aux jeunes, aux juniors, aux ados. C'est-à-dire que quand on aborde... C'est super plombant, hein, l'écologie. Et là, pour ceux qui lisent le journal, les dernières nouvelles sont pas... Franchement, c'est chaud devant, quoi. Et c'est très, très dur d'en parler aux enfants, parce que c'est très anxiogène, en fait. Il y a vraiment des phénomènes d'anxiété ou de dépression qui sont liés à ça, et à la difficulté d'agir, en fait. C'est vraiment... Et alors, donc vis-à-vis des enfants, alors souvent, on leur fait la morale en disant ne jette pas le plastique dans la nature. Enfin, bon, bref, on se moque d'eux, en fait. Hein. C'est une moralisation, ou alors on veut les alerter. Ils sont suffisamment alertés comme ça, je pense qu'ils n'en peuvent plus d'être alertés. Et s'ils font comme s'ils n'étaient pas alertés, c'est qu'à un moment, ils veulent juste... Voilà. Et je me suis dit, en fait, moi, je trouve que l'engagement, c'est marrant.
L'engagement, c'est pas une punition, en fait. C'est un amusement, c'est amusant d'être actif, ça participe à la vie, vous rencontrez des gens, vous faites des groupes, vous faites des actions rigolotes. Voilà, c'est mieux de s'engager que de pas s'engager. Et ce livre, c'est ça. Et il est drôle. Il dit, en fait, non seulement c'est proche de toi, mais ça peut être drôle. Et puis, il y a des trucs à faire. Donc, je sais pas si je le résume bien. Oui, enfin, je crois. bon, voilà, c'est sur l'engagement. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que dans ce livre aussi, c'est comme dans Taras, c'est assis sur des données scientifiques. C'est très documenté. C'est très documenté, et en fait, on apprend énormément de choses. C'est un bon livre à lire à plusieurs. Enfin, moi, j'ai vu des gens autour de moi qui lisaient en famille ou en groupe. Ça part en enfant, c'est pas mal. Parce qu'il y a un personnage comme Aurore qui râle sans arrêt, enfin bon, qui est de super mauvaise foi et tout, mais auquel on fait tout à fait confiance. Et sur 12 chapitres, je crois que c'est 12 chapitres, il y a une alternance entre ce personnage-là parle en développant un de ses défauts, de ce qu'on attribue aux défauts de l'adolescence et qui pourrait peut-être être une qualité dans un monde effondré. Et à côté, par rapport à ce qu'il dit, il y a une analyse. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, elle râle contre la cantine. Hein. Elle dit que voilà, on devrait... voilà, c'est infect, de toute façon, tout est jeté. Voilà, burk. Et à côté, il y a tout un truc sur la production. Alors ça, c'est son passage, donc je pense que c'est assez drôle. Et après, il y a tout un passage sur un tiers des aliments sont jetés voilà, pour des raisons X, Y, et voilà, tout le cycle de l'alimentation. Mais c'est assez court. Ce qui est dur aussi là, c'est que c'est des notions très complexes. Pour aller chercher ici, c'est la tannée que c'est. Mais essayer de le ramasser, quoi, de ne pas en faire quelque chose qui soit ni plombant, ni inaccessible, ni trop scolaire. Et là aussi, il y a l'humour. Il y a l'humour aussi dans ce livre-là. Le livre, il y a des passages qui sont assez terrifiants quand même, hein, quand vous donnez un certain nombre d'informations. Là, et encore, si vous aviez tout ce qu'on a enlevé. Mais vous le faites avec de l'humour, en fait. Ça passe, parce que effectivement. Mais c'est surtout s'il y a la voix, s'il y a le personnage, parce que c'est toujours la même chose. C'est le regard qu'on porte sur les choses, quelles que soient ces choses, qui va les changer. Et si ce regard a la capacité... De se moquer ou de se moquer de soi ou de faire des comparaisons ou de voilà toute cette ça va tout changer, Alors on va prendre des questions. Je pense qu'on a bien vu à la fois les constantes de votre œuvre et la grande diversité de celle-là. Je reviens quand même avec ma question. Vous voulez toujours pas me dire sur quoi vous êtes en train de travailler? On a encore un bon quart d'heure, donc vous aurez le temps. De toute façon, j'y reviendrai. Moi aussi, je suis journaliste et en général, quand quelqu'un qu'on interviewe ne répond pas à la question, on y revient. Ouais. Non, je plaisante, vous n'êtes pas obligé de nous dire du tout. Alors, je vous le dirai en secret après. Voilà, alors, les questions. Alors, non, je ne vous le dirai pas en secret. Vous ne me le direz pas en secret? Non, c'est dommage. De toute façon, là, on est qu'entre nous, ça ne sortira pas du cercle. C'est ça. Ça sort pas de la planète. Question de Myriam qui est au Maroc. La littérature jeunesse ne risque-t-elle pas de céder sous le poids des nouvelles technologies, même si elle a l'air de bien résister? Qu'est-ce qui fera que les plus jeunes continueront de lire? Faut qu'on leur apprenne. Je pense qu'effectivement, hein, quand je vois le temps que passent les mômes sur les portables et à quel point c'est fait pour être de plus en plus prenant et addictif et qu'il y a de nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont les prendre encore plus... Après, il y a quelque chose, je pense que c'est une question de foi, hein, il y a quelque chose dans la lecture qui est absolument irremplaçable parce que le livre que vous lisez est un livre que vous créez. C'est pas... Moi, l'auteur fait 30% du boulot et vous faites 70%. En lisant le même tas de papier, deux personnes n'ont pas lu le même livre. Et ce qui se passe dans vos neurones, rien d'autre que la lecture ne fait ça. C'est-à-dire de reconstruire à partir de vos propres images une fiction sur les propositions de quelqu'un d'autre. C'est inouï. Donc... aucune proposition n'est pareille. Alors, évidemment, ça demande un effort plus important que de se coller devant... mais il faut le transmettre. Là, on est vraiment... La transmission, elle est là. Et une des choses, par exemple, que moi, je trouve super dure, c'est qu'il y a un tas d'enfants qui ne maîtrisent pas la lecture. C'est-à-dire qu'ils doivent faire un effort. Alors que quand on est un bon lecteur, on pose les yeux sur la page, on a la page. Mais ils sont combien à pouvoir faire ça? Ils sont là, moi je les comprends, les pauvres. Pour lire 2 lignes, ça leur prend je ne sais pas combien de temps. Ils doivent déjà se rapetasser toutes leurs syllabes et essayer d'avoir une image avec ça. Et je pense que l'enseignement, en France en tout cas, il n'est pas à la... Enfin, il y a des gens qui sont formidables. Mais la manière dont c'est conçu là-haut, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux qui viennent. Ils sont complètement à la ramasse. Les gens qui font les programmes sont complètement à la ramasse. Pourquoi, par exemple?
Moi, j'ai des mauvais lecteurs chez moi, par exemple. Ils arrivent en 6e, à supposer que dans l'école primaire, ils aient lu des livres qui les accompagnent, qui les poussent, qui les amènent à surmonter l'obstacle et tout ça. Quand ils arrivent au collège, jusqu'à la fin du collège, on va leur donner des livres qu'ils sont incapables de lire. Le problème, c'est des livres qu'ils ne peuvent pas lire. Leurs yeux se posent sur les signes gris sur la page. Je vous le jure, il n'y a pas d'image derrière. Ils ne connaissent pas le lexique. Ils ne sont pas de taille à affronter la complexité de la syntaxe. Mérimée, toujours en 4e, c'est de la folie furieuse. Il n'existe plus qu'à cause des classes de 4e, Mérimée. Voilà. Il est même sorti de la Pléiade. Voilà. Pourquoi ? Donc, ils sont là avec Carmen, ils sont bien sympas. De toute façon, après, ils seront sur leur portable. Leurs yeux se posent du premier au dernier signe. Ils n'ont rien vu. Ils ne savent pas. Donc, on n'entraîne pas la lecture. Ils sont déjà fragiles quand ils arrivent. Donc, le collège, c'est le trou noir. Après, bon, le lycée, n'en parlons plus. On a perdu tout le monde. Et en primaire, peut-être qu'il y a des choses à faire. Mais on les a même perdues en classe littéraire. Moi, je le vois. C'est dingue. Et après, il y a des choses à faire sûrement en primaire, mais moi, je ne m'y connais pas, je ne suis pas pédagogue et tout. Sur le collège, je peux râler parce que j'ai vu des mots y passer pendant des années, alors, qui étaient chez moi. Et, mais la lecture, c'est fondamental. On ne devrait rien faire d'autre, peut-être des maths un petit peu, mais juste... Non, mais parce qu'il y a, c'est que... Mais même pour les maths, il faut pouvoir lire. Il faut pouvoir lire et il faut que votre cerveau réponde aux signes, quoi. Il faut arriver à faire ce truc-là. Et là, bon, alors quand dans la famille, tout va bien, qu'on vous lit et tout ça, mais combien de familles ont le temps, la possibilité, les prérequis pour faire ça ? Ça, c'est un travail collectif, c'est la société qui doit transmettre, je crois. Ouais. Voilà, je me suis énervée. C'est bien. C'est votre faute. Alors, question de Mossine, qui est également au Maroc. La fiction est-elle une illustration de l'idéal ? Mais mon Dieu, mais il faut... Mais on est là jusqu'à quelle heure, Michel ? Le philo, c'est demain. Mais vous la faites en avance aujourd'hui et vous avez 4 heures. Enfin, pas tout à fait quand même. C'est une question qui est absolument passionnante. Ouais, et je ne pense pas être de taille à pouvoir y répondre. En tout cas, certainement pas au pied levé. Il faut y revenir. Je ne sais pas comment on peut... Une illustration de l'idéal. C'est horrible. Hein. J'ai fait les prépas. Je vais vous dire, on peut vous dire non, on peut vous dire oui, et à la fin, on va vous dire les deux. C'est un vrai sujet de disserte. Hein. Parce que, évidemment, non, mais évidemment, oui, puisqu'elle est stylisée pour faire. Évidemment, non, parce que vous mettez des choses qui ne sont pas idéales dedans. Évidemment, oui, parce que vous stylisez, vous épurez pour arriver à une œuvre. Donc, c'est forcément un idéal. Vous en avez une version, en tout cas, idéale. Et à la fin, c'est les deux ensemble. Voilà. Vous en êtes pas mal sorti, je trouve. C'est gentil. Vous le rédigerez, alors. Ou la personne le rédigera. Elle est obligée de le rédiger et de vous l'envoyer. Une question de Laetitia, qui est en France. Est-ce que vous relisez à haute voix ce que vous écrivez au fur et à mesure de l'écriture d'un texte pour trouver cette musique ? Comment écrivez-vous ? Avez-vous un lieu particulier, une routine ? Alors, routine, non. Ma routine est l'absence totale de routine. C'est devenu une routine à mon âge. Les lieux, c'est ma cuisine et le canapé où je m'endors. Je travaille beaucoup avec le sommeil. Et sinon, la cuisine, j'arrive pas à avoir un bureau, ça m'angoisse trop. J'ai tout essayé. Un petit appart qui était un bureau, ça m'angoissait, je faisais de la catalepsie. Une pièce dans l'appartement, bon, pour finir, ça prenait trop de place et c'est pareil, j'y allais jamais. J'ai un meuble qui est un bureau sur lequel il y a une espèce de monceau de papier. Donc, je travaille sur la table de la cuisine, ce qui fait que mon bureau est partout, en fait. Et c'était quoi ? Il y avait 3 parties dans la question. Oui, donc est-ce que vous relisez à haute voix ? Ah oui, alors je relis à haute voix. Mais je ne le relis pas à haute voix comme ça, mais souvent... en fait, quand on a l'habitude, quand on lit avec ses yeux, on entend le son, on voit bien que c'est musical. Et quelquefois, oui, je suis là à marmonner... comme une vieille sorcière. Donc, oui, il faut que ça sonne, hein, c'est clair. Oui. Vous aimez lire en public d'ailleurs, ou si vous allez dans des classes et tout, lire des extraits et tout, c'est quelque chose qui vous est agréable ou... Oui, c'est agréable. Et j'aime bien lire autour de moi en famille aussi. J'aime bien lire des livres que j'aime les lire à haute voix. Mmh. Oui. Et là, il y a des choses qui résistent et il y a des choses qui résistent moins bien. Mais c'est très, très bien de lire à haute voix. Alors, une question de François, qui est également en France. Que pensez-vous du mot « voilà » qu'une majorité de personnes utilisent en ce moment pour ponctuer ou clore un discours ? Voilà. Je me sens hyper visée. Est-ce le n'est-ce pas, voilà. Est-ce le n'est-ce pas d'autrefois et l'utiliseriez-vous ? Je pense que j'ai dû l'utiliser. Ça m'étonnerait qu'Aurore ne l'utilise pas. Mais il y en a des tas comme ça. Hein. Il y a du coup aussi. Ah, ça. Ouais, tout le monde... Bah oui, moi aussi. Je suis très influençable. Donc, tous ces trucs-là me passent dessus, me contaminent à un moment jusqu'à ce que quelqu'un me dise « arrête avec ça, arrête ». Mais dans l'écriture, je pense que j'aurais intérêt à faire attention. J'espère que je ne laisse pas trop de tics. J'espère.
Et est-ce que c'est le n'est-ce pas d'autrefois, ce voile? Oui, oui, je pense que c'est un bon équivalent. Oui, oui, c'est bien vu. Bien vu. Zora, qui est au Maroc, comment faites-vous pour passer de l'écriture jeunesse à celle d'un scénario? Ah ouais. J'en sais rien. C'est très différent, l'écriture d'un scénario. C'est très différent. Je vais le répéter une troisième fois. C'est vraiment très différent. Et j'ai dit ça parce que là, je suis en train d'en faire un dont je suis très contente. J'espère que le film va se faire et qu'il y ait l'adaptation de Séraphine. Ah oui, voilà. De la série du 19e siècle. Voilà. Et le scénario, c'est vraiment une métamorphose. Déjà, l'histoire ne peut pas être la même. Elle est extraordinairement changée. Vous devez la réinventer. Après, j'essaie de garder des choses à moi dans les dialogues. C'est pour ça que je tenais tellement à le faire sur Séraphine, alors que ce n'est pas tellement mon métier. Ça me demande sûrement beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose. Et puis, c'est très technique. Un tas de gens repassent dessus. Puis, il y a vraiment des règles. Enfin, bon. Ça, j'aime pas trop, mais je me contrains à le faire pour être sûr que ça ressemble à ce que je voulais faire et que je pense que ça se retrouve dans les dialogues. Parce que les personnages, ils sont caractérisés par les dialogues. C'est pas le physique qui fait un personnage, c'est la manière dont il parle. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis Jane Austen. Et donc, je voulais une musique pour les personnages. Et c'est difficile, parce que c'est un pari que vous prenez. Parce que souvent, on a tendance à formater, à ramener à une seule manière de s'exprimer. Et j'espère, parce que c'est toujours un travail en cours, j'espère qu'on va arriver à garder ça. Et j'en serai très contente. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense que le film, vous n'êtes pas encore certaine qu'il va se faire. C'est bien parti. Non, il faut longtemps pour savoir, parce que faut longtemps pour savoir. Donc, prions. Oui, mais j'en ai un sur lequel on a travaillé pendant 14 ans avec la réalisatrice qui est à Annecy en compétition officielle. Ah. Alors là, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Je ne sais pas très bien où je suis. Je pense que j'y suis, mais il s'appelle La Traversée. Ah oui. Ouais. Alors, une question de Laetitia, qui est en France. Avec quel auteur ou quelle autrice pourriez-vous écrire à 4 mains? Personne. Je suis quelqu'un de très sympa, mais j'ai mauvais caractère. Ça peut aller ensemble. Et ce que j'aime dans l'écriture, c'est que je suis toute seule. Et que même quand je travaille avec quelqu'un, en fait, on fait une espèce de charte. Et c'est marrant parce qu'elle est à chaque fois adaptée à la personne, mais on se met d'accord, c'est vraiment une méthode d'échange et tout. Si je dois travailler avec un autre auteur, moi, j'aime bien lire les autres quand ça me plaît. J'adore qu'ils fassent bien ce qu'ils font, mais je ne tiens pas du tout à ce qu'ils viennent faire la cuisine dans mes casseroles, quoi. C'est vrai, Donc, non, je ne travaillerai pas à 4 mains, ou alors on fait des recueils où ça se passe autrement, mais travailler à 4 mains, certainement pas. C'est mystérieux, d'ailleurs. Là, il y a un livre qui vient de paraître, qui est écrit à 4 mains par Jean-Philippe Arouvignot et François Place, et qui est une espèce de roman de KPDP, très, très agréable à lire, d'ailleurs, et tout. Et c'est deux personnalités, quand même, chacun leur œuvre. Ils ont écrit à 4 mains, et je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, ça vient juste non, de pas sortir. Encore. C'est étonnant parce qu'en fait, quand on le lit, moi j'étais persuadé, je connais bien tous les deux, je les ai lus, et je me disais, ça va m'amuser de voir, tiens, qu'est-ce que François Place a écrit, qu'est-ce que Jean-Philippe Arouvignot a écrit, et en fait, c'est assez invisible. Hein. Mais ça, c'est pas votre truc, ça, on a non, c'est pas, voilà, c'est ça, non, très bien, c'est pas un jugement pour tout le monde, mais moi, non. Vous prêtez pas vos casseroles. Non, voilà, c'est clair. Alors, une question de Zora, qui est au Maroc. Êtes-vous une femme engagée, et si oui, dans quel domaine? Je sais pas, oui, je pense que être une femme engagée. C'est marrant parce qu'on me renvoie toujours cette image de femme engagée. Et en fait, comment vous le définiriez déjà? Mais je sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous répondez oui, je suis une femme engagée, vous entendez quoi par mais en fait, j'entends rien. Puis même à la limite, je trouve ça un peu bizarre. Quoi. Je suis une femme engagée, je suis une personne. Alors, je suis une personne. Alors, je sais pas, moi, je lis le journal comme tout le monde, quoi. Donc, on me dit, si tu as des petits-enfants, ce qui va se passer, ça va être super moche. Alors après, si je peux faire un truc... Alors, moi, j'ai toujours l'impression que je fais rien en plus. J'ai l'impression que je suis assez impuissante, que ma marge d'action, elle est très faible. En plus, comme je suis dispersée, je travaille beaucoup. Je me dis, il faudrait mieux que je s'engage sur un truc à fond plutôt que de faire 40 trucs. Mais bon, après, j'ai des amis qui sont engagés aussi. Moi, j'aime mieux les gens qui font des choses que les gens qui font rien. Alors, ils me disent, mais tu veux pas faire un truc là? Tu veux pas lire un... Voilà, tu veux pas... Si, je veux participer à cette pétition. Je veux écrire cette tribune. Je veux écrire ce texte. Je veux aller lire pour ces gens-là.
je veux participer à ce bouquin collectif, et même si ça ne sert à rien, parce que moi, je trouve que c'est pas vivre si on dit non. Alors, il y a des gens qui disent non, je le fais pas. Alors, ils vivent aussi, hein, c'est pas une critique, je comprends que les autres le fassent pas. Mais en fait, je comprends je comprends jusqu'à un certain point qu'ils le fassent pas. Mais c'est pas un jugement. C'est bizarre d'être dans la vie sans y être, alors. Oui, il y a une tradition en plus quand même familiale. Vous faites, vos parents étaient des gens qui étaient en tous les cas très intéressés par la chose publique. Voilà, c'est ça. Exactement, très intéressés par la chose publique. Je préfère ça à engager. Il y a toujours l'air un peu folle. Moi, j'ai emmené mes enfants aux manifs aussi. Je voulais qu'ils disent que ce monde est le leur, en fait. Il n'y a pas le monde là, et puis eux, comme je ne sais pas quoi, soit comme des princes, soit comme des profiteurs, soit comme des absents du monde. Ils y participent, et la non-action est une action. Et en plus, il y a ce bon côté qu'il y avait chez mes parents, c'est que le fait qu'ils soient militants faisait la vie super drôle chez nous. En fait, c'était très sympathique. Il y avait toujours des réunions, des camarades, des séminaires, des manifs, des affiches, des événements. Ça brassait, il y avait des émotions très fortes. Et voilà, on commentait les nouvelles bonnes ou mauvaises. C'était comme si ça nous appartenait, en fait. Ce monde nous appartenait. Et c'est dommage, non, qui je suis pour dire ça, mais je ne peux pas faire autrement. Très bien. C'était la fin des questions. Sinon, vous travaillez sur quoi, là, actuellement? Il y a il est rigolo, lui. Oui. Il y a le scénario de Séraphine. Non, c'est beaucoup de travail. Oui. Voilà, j'ai une réunion la semaine prochaine. Bien. Voilà. J'imagine bien. Sur quoi je travaille. Après, peut-être je vais faire une série, mais ça dépend, c'est pareil. Je le saurai cet été si elle est financée ou pas. Une série pour la télévision? Voilà, pour une chaîne. Donc ça me prendrait du temps à l'automne. Et je me dis, il y a ces 2 mois d'été qui vont arriver où je ne vais pas avoir théoriquement trop de gens dans les pattes. Je pourrais écrire, il faudrait que j'écrive. Écrire, quand on dit, c'est écrire un livre. Et il y a un tas de possibilités, je ne sais pas où aller, c'est dans tous les sens en ce moment. C'est toujours un peu comme ça, non? Oui, mais à un moment, il y a quelque chose qui s'impose. On voit que là, et alors on commence à l'écrire, et quand on commence et que ça marche, voilà. Très bien. C'est un peu flou. Mais bon. Vous avez dit, voilà, vous avez terminé par voilà. Donc oui, très bien. N'est-ce pas? Alors, j'ai une petite annonce à faire, et puis après, on va prendre congé. C'était pour annoncer les événements à venir. Ensuite, donc le jeudi 24 juin à 20h, c'est bientôt, il y aura une conversation en ligne entre les artistes Pierre Lapointe et Albin de la Simone à l'occasion de la fête de la musique en partenariat avec le Centre culturel canadien. Ça va être plutôt top. Et le mardi 6 juillet à 19h, une rencontre avec l'auteur et cinéaste franco-afghan Atik Raimi, que vous connaissez, dans le cadre du cycle de rencontres Je viens de loin, j'écris en français, animé par Bernard Manier. Super. Voilà. Ouais, super aussi. Eh bien, il me reste à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment très agréable, très intéressant. Merci, j'espère que vous étiez fort patient. Merci tout le monde. Merci de votre attention de votre patience. Et bonne fin de soirée.